La France et la Belgique s'affrontent demain à 18h pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça s'annonce tendu. Bonjour à tous et bienvenue sur Balle de Pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo entièrement dédiée aux huitièmes de finale opposant l'équipe de France à la Belgique. On a déjà fait une vidéo preview des autres huitièmes de finale vendredi. La vidéo est disponible sur la chaîne si vous voulez la voir. Aujourd'hui, on se concentre sur ce match, un petit peu match de la peur entre deux équipes qui n'ont pas convaincu lors de la phase de groupe, mais elles devront convaincre si elles veulent espérer passer en quart de finale demain. Commençons sans plus tarder en parlant d'abord de l'équipe de Belgique qui a connu un début d'Euro contrasté avec, dès son match inaugural, une défaite face à la Slovaquie, 1-0, dans une première mi-temps totalement ratée de la part des Belges, avant une deuxième mi-temps où elle s'est réveillée. Elle a marqué par deux fois, grâce à Romelu Lukaku, deux buts refusés par la VAR et une première défaite qui a fait beaucoup de mal à cette équipe de Belgique qui s'est mise en difficulté dès le début de son Euro. Un Euro où une Belgique est arrivée avec un statut d'outsider mais un petit peu dans l'ombre. On n'est pas un outsider comme sur l'Espagne ou le Portugal, un outsider qui n'arrive pas forcément avec un plein de confiance, un Dominique Tedesco qui a eu la peine un petit peu à convaincre du côté de la Belgique, une équipe qui, je le rappelle, a été éliminée dès les phases de poule lors de la Coupe du Monde 2022, une équipe qui n'est plus l'équipe dorée qu'on a pu connaître en 2018, qui est arrivée en demi-finale de Coupe du Monde, mais qui a quand même de superbes talents offensifs, on le verra dans la composition d'équipe un peu plus tard, mais une défense un petit peu moins solide que par le passé. Pour la Belgique, heureusement, elle a pu se rattraper lors du deuxième match face à la Roumanie, une victoire 2-0, notamment grâce à cet homme, Kevin De Bruyne, qui a fait un très beau match, qui globalement est le meilleur joueur belge sur cette phase de groupe. Une victoire qui pouvait rassurer la Belgique, qui pouvait aller chercher sa qualification et sa première place si elle battait l'Ukraine lors du troisième match. Mais la Belgique et l'Ukraine sont neutralisées 0-0 dans un match où la Belgique a tenté des choses, mais beaucoup moins que face à la Roumanie. Et une équipe de Belgique qui, lors des 20 dernières minutes, semblait plus attendre et se contenter du nul, ce qui a pu être reproché par ses supporters. Et cette image qu'on a vue en fin de match, des supporters qui ont hué les joueurs belges alors que ces derniers venaient pour les applaudir. Kevin De Bruyne qui vient charger ses joueurs pour leur dire de rentrer au vestiaire, de ne pas aller saluer les supporters qui les sifflent. Ça a fait beaucoup jaser de l'autre côté de la frontière. Et cette image forte en fin de match, Dominique Tedesco, entouré par ses joueurs, également Kevin De Bruyne, qui ont des messages forts à faire passer, qui peuvent aller remporter ce huitième de finale pour ses supporters qui les ont hués. Certains ont pas forcément compris ce message des supporters, sachant que c'est avec la Belgique, avec, je veux dire, une manière de s'écrourir un peu trop forte, aurait pu encaisser un but et alors être éliminé, parce qu'à ce moment-là, en cas de défaite, la Belgique est éliminée de l'Euro. Là, elle a assuré, j'ai envie de dire, le minimum, c'est-à-dire arriver en huitième de finale, en finissant certes deuxième, c'est qui ne lui aura pas le tableau, on va dire, le plus facile, puisqu'elle affronte donc en huitième de finale l'équipe de France, une équipe de Belgique qui donc a une phase de poule contrastée, où on a vu du bon, du moins bon, et forcément une interrogation sur la composition d'équipe de Dominique Tedesco, même si il ne devrait pas y avoir de surprise, on devrait repartir sur le KE3 qui a le mieux fonctionné, avec évidemment Castells dans les buts, Castells qui est, j'ai envie de dire, le vrai signe positif de cette équipe de Belgique, un Castells qui s'est montré décisif, notamment face à la Roumanie, où à 1-0, la Roumanie pouvait à plusieurs reprises égaliser, mais elle est tombée sur un très bon Castells qui pallie magnifiquement à l'absence de Thibaut Courtois, que l'on sait est un des meilleurs gardiens du monde. Une défense Théâtre, Vertonghen, Face, Castagne, une défense qui a montré de gros signes de faiblesse durant la compétition, notamment cette défense centrale qui est vieillissante, avec un Vertonghen qui me semble à 38 ans, mais qui a quand même l'expérience, et un Théâtre, un Castagne qui, dans ses postes de latéraux, ne réussissent pas pour l'instant à s'imposer comme des sûretés à la fois défensives et offensives dans cet apport qu'ils peuvent apporter en tant que latéraux. Un milieu à deux, on va dire, Tillmans Onana classique qui s'est révélé lors de la compétition face à la Roumanie après un premier match où c'était Onana associé à Mangala qui n'a pas du tout séduit Dominique Tedesco et les suiveurs un petit peu de la Belgique. Et ensuite une attaque avec Kevin De Bruyne en numéro 10 sur les ailes Doku et Loki Bakio ou alors Leandro Trossard. C'est un petit peu l'interrogation qui peut se poser. Trossard a énormément joué, mais lors de ses titularisations ou de ses rentrées en jeu, il a été bien loin d'être convaincant, bien différent du joueur qu'il est avec Arsenal. On avait un joueur emprunté qui tente beaucoup mais qui rate beaucoup, qui semble un petit peu jouer ses partitions de son côté sans participer au jeu collectif belge. Au contraire d'un Loke Bakio qui lui a fait forte impression face à la Roumanie. Certes, il pêche dans le dernier geste, un petit peu comme toutes les grandes équipes, j'ai envie de dire, dans cet euro, mais il semble être un joueur capable de beaucoup mieux s'intégrer au collectif que Leandro Trossard. Et en pointe, Romelu Lukaku, qui connaît un euro, et bien j'ai envie de dire, assez bizarre, puisque il n'a pas marqué, mais il est quand même assez souvent devant le but et en possibilité de marquer, d'ailleurs marqué 3 fois, mais ces 3 buts ont été refusés par la VAR. Peut-être que ça peut créer un manque de confiance chez le buteur belge qui était clairement en déclin après un passage raté à Chelsea. Il a eu du mal à se relancer, que ce soit à l'Inter l'année dernière ou à la Roma cette saison, même s'il a quand même réussi à marquer, mais ce n'est plus le Lukaku qu'on a connu notamment du côté de l'Inter lors du titre en 2021. Mais c'est un attaquant qui
peut peser sur les défenses et qui se retrouve toujours au moins une fois par match en situation de marquer. Maintenant, passons à l'équipe de France. L'équipe de France qui, dans la même vague, j'ai envie de dire, que la Belgique, a connu une phase de poule compliquée. Et a certes eu d'abord une bonne victoire face à l'Autriche, une équipe que l'on annonçait pour la gratter, une victoire 1-0, la France a dominé son sujet, mais l'équipe de France a perdu Kylian Mbappé pour le match face aux Pays-Bas, Kylian Mbappé qui s'est fracturé le nez sur ce contact avec Kevin Danso. Kylian Mbappé absent pour le deuxième match où l'équipe de France a affronté les Pays-Bas pour ce qui devait être le choc de ce groupe, celui qui devait statuer de qui finirait premier du groupe. Mais on a vu une équipe de France qui a dominé le match face à une équipe des Pays-Bas qui a préféré reculer et attendre l'équipe de France. Les Pays-Bas voulaient se compter du match nul. Et l'équipe de France, on le sent, par les changements de Deschamps, n'est pas vraiment allée chercher les résultats, alors que l'équipe de France, dans un match où elle a dominé, en cas de victoire, elle s'assurait une qualification et une première place qui lui ouvrait un tableau plus facile, mais elle n'est pas allée chercher le résultat, en tout cas elle n'a pas réussi, malgré de nombreuses occasions. On pense à Antoine Griezmann qui a 2 énormes cartouches malheureusement qui n'arrive pas à convertir face à Verbruggen. Ce qui fait que l'équipe de France va, dans ce troisième match face à la Pologne, jouer, j'ai envie de dire, pour sa première place. Elle doit faire mieux que l'équipe des Pays-Bas qui, dans le même temps, affronte l'Autriche. Mais la France, malgré le retour de Kylian Mbappé, avec ce masque qui a fait tant parler durant les dernières semaines et derniers jours, l'équipe de France ne va faire mieux que concéder le match nul face à la Pologne dans un match où l'équipe de France aura eu beaucoup plus de velléité offensive mais qui aura péché énormément dans le dernier geste en tombant face à un énorme gardien polonais et également des imprécisions, on pense notamment à Ousmane Dembélé et dans ses derniers gestes, ses centres qui ne trouvent pas preneur, avec un jeu où on a vu quand même Barcola titulaire, ce qui était un vrai changement apporté par Didier Deschamps, ainsi qu'Antoine Griezmann mis sur le banc, une première en tournoi international depuis l'Euro 2016 et ce match face à l'Albanie, une équipe de France qui avec ce poste de Mbappé en numéro 9 et ce poste où Mbappé tend beaucoup à se dézoner, à revenir côté gauche pour toucher un maximum de ballons, a une certaine absence dans la surface de réparation, ce qui a pu amener l'équipe de France à ne pas être assez, j'ai envie de dire, efficace. L'équipe de France fait donc un partout face à la Pologne. Dans le même temps, l'Autriche bat les Pays-Bas, ce qui fait que la France finira deuxième de son groupe et s'ouvre donc un tableau compliqué où elle affronte la Belgique en huitième, potentiellement le Portugal en quart de finale et l'Espagne ou l'Allemagne en demi-finale. Autant dire un tableau qui est loin d'être facile pour les hommes de Didier Deschamps. Didier Deschamps qui d'ailleurs est un petit peu sous le feu des critiques, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du groupe. À l'extérieur d'abord parce que Deschamps est critiqué par ses choix, est critiqué par sa façon d'aborder les matchs, notamment cette façon d'aborder la fin de match face aux Pays-Bas où Didier Deschamps n'est pas allé chercher le résultat. Il est également critiqué dans ses choix où on peut s'interroger sur la pertinence de toujours mettre Ousmane Dembélé côté droit alors que ce dernier ne semble pas être efficace et qui semble avoir un totem d'immunité, ou bien parce qu'il n'y a personne derrière. C'est la question qu'on se posera un petit peu après. Et à l'intérieur du groupe où Didier Deschamps fait jaser, c'est les mots qui ressortent dans la presse où on parle d'un coach qui a maintenant un management beaucoup plus agressif envers ses cadres qui d'ailleurs ont un petit peu du mal à comprendre ce changement, j'ai envie de dire, d'ambiance de la part de Didier Deschamps, des remplaçants qui se plaignent du manque d'intensité à l'entraînement et donc qui ne leur permettent pas d'être à 100% lors des rentrées en jeu, puisqu'on a vu que les remplaçants pour l'instant ont été loin d'être au niveau de l'équipe de France janvier dans un Euro, où on a très peu de rentrées en jeu qui ont été bonnes. Je pense notamment au match face à la Pologne où les 5 changements de Didier Deschamps n'ont absolument rien apporté, où les entrants étaient en grande difficulté à la fois physique et à la fois technique. Un Didier Deschamps qui également doit faire face à peut-être quelques caprices de certains jeunes stars. On pense notamment à Zaïre Emery qui se plaignerait de son utilisation, c'est-à-dire de ne pas être considéré par le coach même comme une option pour pouvoir entrer en jeu. Alors, sur le cas Zaïre Emery, je pense quand même que c'est avant tout des rumeurs plus qu'un vrai état de fait. Je pense que Zaïre Emery connaît l'importance du groupe et connaît aussi le fait qu'il est jeune en équipe de France et qu'il y a des cadres devant lui. Donc je pense que ce bruit est faux, mais en tout cas s'il y a des bruits qui courent dans la presse, c'est que au sein du groupe il y a forcément un malaise. En conférence de presse, les joueurs disent qu'il n'y a pas de malaise, que les joueurs s'entendent bien, qu'ils sont toujours dans une bonne relation, notamment avec le coach également, mais ça peut s'interroger quand on sait que le dernier Euro en 2021, on a eu encore une fois une gestion du groupe bizarre de Didier Deschamps qui devait gérer à la fois le retour de Benzema, un petit peu le déclassement de Griezmann, des changements de système au cours des différents matchs selon les blessés. Deschamps avait fini par perdre une partie de son groupe, on l'avait vu d'ailleurs face à la Suisse avec ses nombreuses engueulades avec les joueurs lors des prolongations. Ça avait amené l'équipe de France à être éliminée dès les huitièmes de finale. On n'espère pas un scénario idem pour l'équipe de France dans cet Euro, mais en tout cas Didier Deschamps est un personnage ambivalent au sein de l'équipe de France, mais également au sein des observateurs du foot français. Alors, maintenant, par en composition d'équipe de l'équipe de France, où je vais vous montrer 3 compositions d'équipe. D'abord, celle à laquelle tout le monde s'attendait, c'est-à-dire le 4-3-3 2018, avec ce poste d'Adrien Rabiot en tant qu'ailier gauche, mais qui est en vrai, serait un 4-2-3, un 4-2-3-1, j'ai envie de dire, un petit peu déguisé, où on aurait
un Griezmann numéro 10, un Rabiot qui participe au jeu offensif mais en étant tout de même plus reculé qu'un Dembélé sur son poste à gauche, et un Théo Hernandez qui pourrait alors beaucoup plus décrocher, venir apporter, j'ai envie de dire, dans le jeu offensif de l'équipe de France, avec un Griezmann qui ferait donc ce rôle de numéro 8-10 qui, à la fois aussi entre le milieu de terrain et l'attaque. On avait, donc ça c'est la composition d'équipe à laquelle tout le monde s'attendait, qui avait fonctionné face aux Pays-Bas avec seulement le changement que c'était Marcus Thuram en numéro 9 et non pas Kylian Mbappé. Ensuite, il y avait l'équipe que tout le monde aurait voulu voir, ce 4-3 avec beaucoup plus, j'ai envie de dire, d'envie, beaucoup plus de volonté offensive, beaucoup plus d'ambition dans le jeu, avec un 4-3-3 avec Griezmann vraiment au sein du trio avec Kanté et Tchouaméni, et une attaque devant avec Mbappé qui retrouve ce poste de d'ailier gauche qui est peut-être le meilleur poste de Kylian Mbappé et le poste le plus naturel. On l'a vu face à la Pologne dans ce poste de numéro 9 où il dézone beaucoup. Il a beaucoup joué sur ce côté gauche, à la fois pour combiner avec Théo Hernandez et Bradley Barcola face à la Pologne. Il sera beaucoup plus efficace à gauche, et avec un Marcus Thuram dans l'axe, et un Bradley Barcola à droite, plutôt qu'un Dembélé qui montre pas satisfaction pour l'instant dans cet Euro, avec beaucoup trop d'imprécision. Et on sait que dans un match, en tout cas dans un match à fort enjeu, comme un match à élimination directe dans une grande compétition internationale, l'efficacité des deux côtés du terrain, à la fois défensivement et offensivement, c'est la clé pour remporter des matchs, et Dembélé n'apporte pas forcément cette assurance, alors qu'un Bradley Barcola, qui peut voler côté droit, réussit à faire des différences, à créer des équilibres et surtout à être précis dans le dernier geste, où très souvent on l'a vu faire des centres ou arriver devant le but et réussir à minimum à cadrer sa frappe, ce qui n'est pas forcément le cas d'Ousmane Dembélé. Le désavantage de cette composition d'équipe, c'est que forcément Mbappé et Thuram seraient amenés, j'ai envie de dire, à interchanger leur poste du fait de la position d'Mbappé qui, on le sait, a beaucoup de liberté sur le terrain. Didier Deschamps laisse beaucoup de liberté et ça pourrait amener justement un petit peu ce problème offensif où on aurait Mbappé et Thuram qui se marchent un peu dessus, pas forcément vraiment près de la ligne de touche, mais plutôt dans ce demi-espace entre le couloir gauche et l'axe de la défense belge, qui ferait qu'on aurait potentiellement une absence de numéro 9 au sein de la défense belge. Pour ça aussi qu'on pouvait imaginer cette composition d'équipe avec un Olivier Giroud en lieu et place de Marcus Thuram. Mais Olivier Giroud n'a pas beaucoup joué pour l'instant dans ses rentrées en jeu, n'a pas montré, j'ai envie de dire, vraiment une certaine qualité technique, une qualité physique également, où je suis un petit peu emprunté le joueur de la Similian. C'est pourquoi Didier Deschamps, selon les insiders de l'équipe de France, devrait opter pour cette composition d'équipe, un 4-4-2 losange avec Antoine Griezmann en numéro 10 et une doublette Mbappé-Thuram devant, ce qui laisse à la fois la liberté à Kylian Mbappé de pouvoir bouger un petit peu sur le terrain et à Marcus Thuram de le faire également, mais à ce moment-là, avec un Antoine Griezmann beaucoup plus haut, l'apport d'Antoine Griezmann dans la phase de réparation peut être beaucoup plus utile et beaucoup plus visible. Antoine Griezmann serait alors un petit peu plus détaché des tâches défensives, surtout avec ce trio Rabiot, Kanté, Tchouaméni qui a montré satisfaction, en tout cas pour deux de ces joueurs. Kanté qui a été énorme lors de la phase de poule, un Rabiot qui certes a eu du mal, plus les matchs de poule avancés, plus il a eu du mal, mais on l'a vu quand même très bon, je trouve, face aux Pays-Bas, un petit peu face à la Pologne, c'est vrai, et un Tchouaméni que l'on sent tout de même en difficulté, que l'on sent pas à 100%. Le problème, c'est que Tchouaméni est un cadre de l'équipe, qu'il se dit lui à 100%, et que Didier Deschamps, par diplomatie, se doit de titulariser un joueur comme Tchouaméni, titulaire au Real Madrid, et ce qui amène donc à avoir ce numéro 6 qui, je trouve, pour l'instant, n'a pas satisfaction, qui, on l'a vu face à la Pologne, a beaucoup de mal à suivre en transition lorsqu'il est un petit peu délaissé, parce que le désavantage de ce milieu de terrain avec un Kanté qui est amené à jouer un peu plus de manière offensive qu'avant, et bien ça fait qu'on a un milieu de terrain qui est un petit peu dépeuplé, même si dans ce rôle, je pense que Kanté, du coup, aura moins de tâches offensives que ce qu'il a pu avoir à faire, notamment face à la Pologne. Donc, ce système pourrait être le système idoine et le système aligné par Didier Deschamps. En tout cas, c'est le système qui est travaillé à l'entraînement, selon l'insider français, et qui serait une nouveauté pour Didier Deschamps, qui n'a plus utilisé ce système depuis très longtemps. Je voudrais revoir un petit peu, il me semble qu'il l'a utilisé déjà, mais ça fait assez longtemps qu'il ne l'a pas utilisé. Et c'est vrai qu'il pourrait à la fois satisfaire tout le monde, puisque Griezmann est titulaire, Rabiot est titulaire, mais dans un poste qu'il affectionne au milieu de terrain, Tchouaméni titulaire, on a Mbappé qui a beaucoup de liberté, un Thuram qui est dans l'axe sans l'être, un Griezmann qui pourra participer beaucoup plus aux tâches offensives. À voir maintenant si sur le terrain, ça pourra se concrétiser en une équipe de France belle à voir et qui ira chercher la qualification sans forcément attendre, j'ai envie de dire, la Belgique. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ce match? Il faut savoir que il y a eu 4 matchs officiels en compétition entre la France et la Belgique et qu'à 4 reprises, l'équipe de France est imposée. D'abord en 1930, il me semble, où l'équipe de France est imposée face à la Belgique. Il y a eu en 86 ce match pour la troisième place où l'équipe de France l'a emporté 4-2. Évidemment, cette demi-finale en 2018 et là où il y a ce fameux somme belge avec l'équipe de France qui avait fait le dos rond face à une Belgique ultra offensive où l'équipe de France a eu beaucoup de difficultés, notamment Benjamin Pavard qui avait eu énormément de mal à contenir Eden Hazard, mais la France est imposée 1-0 grâce à un but de Samuel Umtiti, on s'en souvient. Et en 2021, tout récemment, en demi-finale de Ligue des Nations, où la France était menée 2-0 avant de renverser la situation et de s'imposer 3-2 dans les derniers instants. Et ce but de Théo Hernandez, une équipe de France donc qui a on va dire l'ascendant psychologique dans cette équipe de Belgique.
Maintenant, on est quand même sur deux équipes en cruel manque de confiance et de réussite devant le but. Regardez-moi ce classement où on voit les XG, la différence d'XG, c'est-à-dire offensivement, les buts marqués selon les XG. On voit que la France est deuxième, la France aurait dû marquer 5,7 buts, la Belgique 5,2, mais qu'en réalité, elles ont marqué respectivement 1 et 2 buts. Elles sont parmi les pires, les deux des trois pires différences d'XG, moins 4,7 pour l'équipe de France et moins 3,2 pour la Belgique. On a donc des équipes qui se procurent des occasions, mais qui n'arrivent pas à les concrétiser. Le symbole pour l'équipe de France, ce match face à la Pologne, où l'équipe de France a eu les opportunités, notamment par Mbappé, à 3 ou 4 reprises, qui s'est présenté face au gardien polonais, mais qui n'a pas réussi à, j'ai envie de dire, casser la cage de la Pologne face à un gardien qui a fait une très grosse performance. Et la Belgique, pareil, elle, plus face à la Slovaquie, où elle a eu d'innombrables opportunités de marquer, mais elle n'a malheureusement pas réussi à passer ce verrou slovaque, même si on peut aussi dire que la Belgique a manqué d'efficacité dans le but avec plusieurs frappes non cadrées. On a donc deux équipes en manque de confiance, mais en même temps, on a deux équipes solides défensivement, parce que regardez-moi ce classement, la Belgique est la troisième meilleure équipe en IG concédé et la France cinquième. Elles font partie des équipes qui ont le moins concédé de buts, elles font partie également des équipes qui ont le moins encaissé de buts. Donc on a deux blocs défensifs assez solides, même si, il faut le dire, elles n'ont pas rencontré pour l'instant des mastodontes offensifs, et on a deux équipes justement dont j'ai envie de dire le secteur offensif est en manque de confiance, ce qui fait que on pourrait avoir un match où vraiment les deux blocs se neutralisent. Il faut aussi dire que l'équipe de France et la Belgique sont des équipes qui aiment avoir le ballon, elles ont 55% de possession à peu près chacune. Dans ce match, il faudra bien que l'une ait plus le ballon. Je vois l'équipe de France avoir plus le monopole du ballon que la Belgique, parce que la Belgique, elle sait qu'elle peut faire mal à l'équipe de France. Elle a certainement vu le match face à la Pologne. Elle peut faire mal à l'équipe de France en transition, quand on voit les joueurs qu'elle a et la vitesse qu'elle peut avoir notamment sur les côtés. C'est donc un élément à prendre en compte. Maintenant, l'équipe de France a un avantage important sur la Belgique, c'est ce banc de touche avec, on le voit ici, Bradley Barcola, Zaire Emery, Kingsley Coman. On peut également parler d'Olivier Giroud, s'il est amené à ne pas être titulaire. On peut penser également à Wesley Fofana, à Randal Kolo Muani, qui certes ne sont pas des joueurs en confiance, mais qui sont des joueurs tout de même qui sont là et qui peuvent apporter du sang frais, même si, comme je dis, les remplaçants n'apportent pas de sang frais durant cet Euro pour l'instant. Lors d'un ultime de finale, un match en jeu, l'équipe de France a du matériel sur le banc, même pour pallier éventuellement à une blessure, pour pallier à un changement de système qui amènerait à être plus offensif pour aller chercher un résultat, au contraire pour le conserver, alors que la Belgique a un banc, on va dire, restreint, aussi bien défensivement qu'au milieu de terrain, ou au milieu de terrain, à part Tillmans et Onana, on n'a pas un milieu de terrain qui est capable de rentrer pour pouvoir mettre le pied sur le ballon, et offensivement, hormis Openda, on n'a pas une armada offensive énorme, parce que Trossard n'est pas bon, Openda n'a joué que 6 minutes ou 7 minutes dans cet Euro, alors qu'il est quand même un des meilleurs buteurs de Bundesliga cette saison avec Leipzig. Ça peut poser question, lorsqu'on sait que ça peut être un match à rallonge qui peut aller au-delà de 90 minutes. Est-ce que la Belgique a le matériel pour pouvoir tenir 120 minutes? C'est la question qu'on peut se poser. C'est pour ça que l'avantage du banc est quand même du côté de l'équipe de France. Maintenant, l'équipe de France a également une solidité, c'est sa charnière centrale, Saliba Upamecano, qui pour l'instant a montré d'énormes qualités lors de cet Euro. Il y a eu certes cette erreur d'Upamecano face à la Pologne qui a concédé un penalty, mais on est quand même sur une défense qui ne se connaissait pas avant, qui a très peu joué ensemble et qui a été instaurée par Didier Deschamps, qui a sorti Konaté du 11 titulaire, lui qui était pourtant titulaire de la Coupe du Monde 2022. Et bien là, on a une défense centrale qui est solide, ce qui sera important lorsqu'on sait le rôle qu'a Romelu Lukaku dans cette équipe de Belgique, dans ce jeu dos au but de pivot qui fait très mal aux défenses, qui permet de fixer les défenseurs pour pouvoir laisser beaucoup plus de champ libre à la fois à Doku ou alors à Luke Bacchio ou Trossard sur le côté droit. Donc attention, mais cette équipe de France, cette défense centrale est solide. On sait que Fahim Saliba a fait face aux meilleurs attaquants de première ligue, où c'est des défenseurs qui doivent être physiques. Donc je pense qu'il aura l'ascendant un petit peu sur un Romelu Lukaku. On a également Upamecano, il me semble, ou Konaté qui a dit qu'il avait un petit peu compris comment défendre ce Lukaku lorsqu'il jouait du côté de Liverpool et que Lukaku jouait du côté de Chelsea. Donc, il pourra certainement donner des informations à Upamecano et à Saliba. Et donc, on a un bloc défensif assez solide du côté français pour pouvoir contenir, en tout cas sur les phases arrêtées, les phases de possession belge, c'est-à-dire non pas en transition, mais les phases où la Belgique a la possession, mettre en difficulté cette équipe belge pour pouvoir passer ce verrou défensif français. Mais maintenant, la réalité de cette deux équipes, c'est que pour l'instant, le meilleur joueur de cet Euro des deux équipes, il n'est ni du côté français, il est du côté belge. C'est ni Mbappé, ni Griezmann, c'est bien Kevin De Bruyne qui est pour l'instant le métronome de cette équipe de Belgique, celui par qui toutes les offensives passent, celui également qui a réussi à réguler le rythme, notamment au milieu de terrain, où il a réussi à la fois à accélérer quand il faut, ou bien à prendre son temps lorsque la Belgique doit un petit peu calmer le rythme du match si elle est en difficulté. C'est vraiment le métronome de cette équipe. Lui qui peut-être joue sa dernière compétition internationale, on sait il lui reste un an de contrat du côté de City, beaucoup de bruit court comme quoi il irait en Arabie Saoudite finir sa carrière dès cet été, s'il pourrait donc le couper la sélection internationale, même si on a vu beaucoup de joueurs évoluer en Arabie Saoudite revenir en équipe nationale. On pense évidemment à N'Golo Kanté qui en plus est performant. Donc on sent un Kevin De Bruyne habité par cette envie de finir sur une bonne note avec la Belgique après ce raté en Coupe du Monde 2022.
coup sûr qu'il devra faire un match exceptionnel. Ça devra également être le cas d'Antoine Griezmann. Si l'équipe de France veut espérer être performante, il faut un grand Antoine Griezmann. C'est par lui que l'équipe de France a réussi à être performante depuis l'Euro 2016. Un grand Antoine Griezmann a souvent coïncidé avec une grande équipe de France. On est loin pour l'instant d'Antoine Griezmann compétition internationale avec l'équipe de France. Je pense que ce rôle de numéro 10, déchargé de ses tâches offensives, si il est vrai que c'est ce 4-4 de Lojange qui est aligné par Didier Deschamps, peut, je pense, aider Antoine Griezmann à un petit peu s'émanciper de ses tâches défensives et donc devenir beaucoup plus influent offensivement et réussir à devenir le métronome de cette équipe de France pour pouvoir au mieux j'ai envie de dire pourvoir en ballon à la fois Mbappé et Thuram. Mbappé qui lui aussi doit rentrer dans son Euro. Il a certes marqué face à la Pologne, il a fait un match plutôt complet, mais il doit être plus clinique devant le but. Alors certes, il y a ce masque qui certainement doit le gêner, mais Kylian Mbappé est la star de cette équipe, quoi qu'on en dise, et il doit se réveiller et aider l'équipe de France à être efficace devant le but. Car encore une fois, un match à se jouer avec une bonne défense, une bonne attaque. C'est comme ça qu'on gagne une compétition. Et l'équipe de France, pour l'instant, une bonne défense, une bonne attaque. L'équipe de France doit se réveiller. C'est pour ça que donc, en conclusion, je vois la France tout de même l'emporter de buts 1 parce que l'équipe de France a tout de même sur le papier plus de talent que la Belgique et beaucoup plus solide défensivement et surtout l'équipe de France a tout de même Kylian Mbappé et Antoine Griezmann qui sont deux joueurs qui sont des game changers qui s'ils sont au niveau et je pense qu'ils seront au niveau car maintenant on rentre dans une nouvelle compétition, l'équipe de France je pense, sera très très solide, difficile à bouger pour l'équipe de Belgique, surtout l'équipe de France aura selon moi la position de balle, et donc empêchera la Belgique, j'ai envie de dire, de s'installer dans son camp. La Belgique qui jouera essentiellement en transition, quand même, elle peut faire mal avec un milieu de terrain très technique, Onana, Tielemans qui n'hésite pas à percuter, des joueurs typiques de Première Ligue, et quand même un Jérémy Doku qui face à un Jules Koundé qui certes fait un bon Euro défensivement, mais qui n'a pas pour l'instant fait face à des joueurs ultra rapides, ultra techniques. Est-ce qu'un Jules Koundé pourra, j'ai envie de dire, être efficace, sachant que si on joue en 4 de losange, ça demandera beaucoup d'efforts à N'Golo Kanté pour essayer de compenser ce côté droit et venir aider Jules Koundé, alors que justement un KE 3-1 avec par exemple Dembélé, eh bien Dembélé lui, on le voit participe aux tâches défensives, en tout cas il peut être amené à participer aux tâches offensives, il l'a déjà fait à la fois avec le PSG et à la fois avec l'équipe de France, ce qui pourrait aider Koundé, mais si on est en claquette de losange, attention à ce côté droit où Koundé peut être en difficulté face à Jeremy Doku, mais je vois quand même la France imposer, avec une équipe de France qui je pense mènera 2-0, ou alors qui encaissera un but alors qu'elle menait 1-0, mais elle réussira à marquer ensuite. Je vois pas un match qui ira en prolongation, parce que je pense que ces deux équipes n'ont pas envie d'aller en prolongation. Elles ont déjà des organismes assez fatigués. On voit des joueurs des deux côtés qui sont cramés au bout d'une heure de jeu. Donc je pense que les deux équipes auront intérêt à rapidement sceller le match. C'est pour ça que l'équipe de France, je pense, l'emportera. Je la vois bien mener 2-0 et encaisser un but en fin de match ou à 15 minutes de la fin, et ensuite faire j'ai envie de dire, voilà, faire face à cette équipe de Belgique, mettre un bloc ultra compact, faire des entrées pour mettre le pied sur le ballon, pour casser le rythme, comme c'est bien le faire Youssouf Fofana par exemple. Et donc une équipe de France qui se qualifie en quart de finale, une Belgique qui est éliminée. Il est vrai qu'on peut s'attendre, au vu des armades offensives, à un match, j'ai envie de dire, qui va d'un but à l'autre, un match avec beaucoup de buts, mais on a quand même deux équipes qui sont en manque de confiance et des équipes qui n'arrivent avec presque aucune certitude dans le jeu. Et donc je vois un match assez techniquement pas pauvre, mais qui ne sera pas du très très haut niveau, je pense, de l'Euro. On verra pas par exemple la Suisse comme qu'on a pu voir hier. Mais on aura des équipes qui voudront gagner et des équipes qui, voilà, je pense, quand même ouvriront un petit peu le jeu, même si, comme je dis, je pense que la France aura la majeure partie du temps le ballon face à une équipe de Belgique qui jouera bloc médian, voire bloc bas pour ensuite mieux prendre en compte l'équipe de France. Mais donc voilà. Tout de même la France se qualifier. Dites-moi vous en commentaire si vous voyez l'équipe de France se qualifier ou bien la Belgique. Dites-moi votre score également, qu'on puisse en débattre en commentaire, ça peut être intéressant. Je vais vous laisser sur ce, en espérant que l'équipe de France se qualifie. On a encore un gros programme aujourd'hui de 8e de finale. On se retrouve ce soir pour le Rodaille épisode 15. Donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à ce soir. Et d'ici là, n'oubliez jamais, vive le foot.